Bonjour à tous, je suis Damien de MyConnecting et vous remercie tous d'être présents pour ce nouveau webinaire avec nous. Ce webinaire aujourd'hui, c'est sur les premiers pas pour mieux télétravailler avec la suite Google. L'idée, c'est que, on vous apporte, trucs, astuces, bonnes pratiques, retours d'expérience de ce qu'on peut bien faire pour faciliter notre télétravail avec Google Suite. Pour ce webinar, je vais être accompagné de Benoît qui est expert IT et formateur chez MyConnecting et qui va justement vous passer toutes ces bonnes pratiques et usages avec Google Suite. Benoît, je te laisse te présenter en 2 mots. Bonjour à tous, Benoît pour My Connecting. Donc, comme a dit mon collègue Damien, le but de ce webinaire, c'est de vous montrer, en gros, tout le monde connaît à peu près les outils Google, mais comment on devrait faire pour pouvoir l'optimiser pour le travail à distance, surtout dans cette période un peu difficile avec le Covid-19. Donc du coup, j'espère que vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses et peut-être découvrir des parties de l'outil que vous n'aviez jamais encore Tout à fait. visité pour le moment. Donc du coup, bienvenue à tous et Voilà. normalement, je sais pas si, tu as terminé ta partie à toi, Damien? Ou tu as encore d'autres petites C'est, fonctionnalités peut-être? l'i Ouais, voilà, l'idée, c'est, bien sûr un webinaire participatif comme d'habitude, comme l'était celui de mardi sur Teams, comme le sera celui, de cet après-midi sur, le financement de la formation, les leviers qui existent, grâce aux nouvelles mesures du gouvernement pour, former pendant cette période de chômage partiel ou de travail partiel. Les dispositions aussi pour, pouvoir, activer des leviers financiers pour déployer toujours de la formation dans le cadre du télétravail et comme je vous l'ai dit, du chômage partiel. Pour ceux qui nous connaissent, on ne va rien vous apprendre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je tiens quand même à nous présenter en 2 mots, puisque nous sommes, MyConnecting, un organisme de formation expert, depuis 15 ans bientôt. On va fêter nos 15 ans là dans quelques jours. 4 grandes gammes d'expertise, donc la bureautique, le digital, mais aussi les langues et bien sûr les soft skills, tant en présentiel et distanciel. Et c'est vrai que nous avons une culture du distanciel, que l'on met justement, à contribution pour vous tous là en ce moment, puisque depuis, 2006, nous proposons, des solutions, distancielles en formation en situation de travail, donc des modules vraiment efficaces, sur lesquels on croit beaucoup. Et pourquoi on y croit? C'est, d'1 notre pédagogie, 2 notre ADN qui est basé sur l'hyper-personnalisation, mais aussi sur l'accompagnement, puisque chez MyConnecting, chaque collaborateur est accompagné par un coach, motivationnel et organisationnel en plus de son formateur tel que l'est Benoît. Et tous ces points nous font dire que, c'est la meilleure solution pour activer l'adoption, donc la formation en situation de travail, tant sur des outils que sur des langues ou sur des soft skills. Voilà, on sera bien sûr à même d'échanger avec vous sur cet effet. Benoît, je vais, moi-même participer à ce webinaire. Je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je me permettrai d'intervenir, si tu le veux bien, et si j'ai des questions. Et pour nous tous, je vous invite à poser vos questions sur le chat et on prendra un temps dédié pour y répondre en fin d'animation. En fin de session, je pense vers, 11h45, 11h50, hein, Benoît, c'est ça à peu près? À peu près, oui. Tout à fait, Benoît. Merci beaucoup. Eh bien, Benoît, je te laisse la main, et puis un bon webinaire à tous. À tout à l'heure. Parfait. Donc déjà, petit rappel tout le monde, nous sommes sur une plateforme en ligne et avec, la situation actuelle, ce genre de plateforme marche un petit peu au ralenti, on va dire. Donc il y a de grandes chances que certains d'entre vous ne voient pas encore l'écran pour le moment, d'autres l'ont déjà sous les yeux. On va juste accorder un petit temps, le temps d'être sûr que ça serait affiché à peu près partout avant de commencer. Donc on va voir ensemble aujourd'hui la suite Google. Donc la suite Google en particulier par rapport aux entreprises qui utilisent la suite Google avec les services, en gros, qui remplaceraient ce que d'autres entreprises ont avec Microsoft. Beaucoup d'entreprises, pour plusieurs raisons, ont basculé sur l'écosystème Google
à la différence de ce qu'on pourrait avoir de façon gratuite. Mais ce qui est intéressant avec Google, c'est que ce qu'on a avec la partie gratuite se retrouve aussi en partie dans le Google Suite. Et on va faire un tour d'horizon de tout ce qu'on peut utiliser à l'intérieur via tous ces petits outils pour essayer de booster ou d'optimiser le télétravail euh, et de faciliter la communication entre les différents collaborateurs. Donc, ce qu'on a actuellement sur l'écran, j'espère que vous l'avez tous sur l'écran, c'est une vue relativement classique. C'est le Google Gmail qu'on a l'habitude d'utiliser pour les mails perso, par exemple, mais certaines entreprises, comme je vous disais, l'utilisent aussi euh, comme système de messagerie à 100%. Au niveau de tout ce qui est interface ici, il n'y a pas grand-chose à voir, à part la partie messagerie, bien sûr. Ce qui nous intéressera beaucoup plus, c'est les petits points qui se trouvent ici dans les applications Google, qui seraient, pour certains d'entre vous, je suis quasiment sûr que vous n'avez jamais cliqué dessus par exprès ou volontairement pour aller faire quelque chose dedans. Donc, on va voir ça dans quelques instants, mais juste pour vous briefer un peu sur tout ce qui est système de messagerie, dans Google, on a deux couches. On a la couche email classique que tout le monde connaît. Là, par exemple, j'ai un de mes collaborateurs qui a envoyé un petit mail concernant un projet et qui précise qu'il sera un peu en retard. L'outil Google nous permet de faire des choses relativement rapides. Dans beaucoup de cas de figure, on peut très bien appuyer sur un seul bouton pour envoyer un message à quelqu'un en réponse. Chose qui est intégrée encore plus quand on utilise un navigateur en particulier dans toute la liste des navigateurs. En gros, Google a son propre écosystème complet. Il a même son propre système d'exploitation qu'on appelle le Google Chrome en tant que tel. Ça a le même nom que le navigateur, mais c'est aussi un nom de système d'exploitation. Certains appareils sont vendus avec Google Chrome OS dessus. Donc OS pour Operating System, donc système d'exploitation. La totalité de ce que vous avez sur ce type d'appareil, c'est la suite Google, on va dire, avec une interface un petit peu plus ergonomique que ce qu'on a sur un ordinateur classique. Toutes les petites icônes pour pouvoir avoir accès aux différentes applications se trouvent à un endroit beaucoup plus usuel pour les utilisateurs. Mais quand on ne travaille pas sur un Google Chrome OS, on peut très bien travailler sur Google Chrome, le navigateur. Ça déploiera certaines choses de façon native dans cet outil. Par exemple, quand on est sur tout ce qui est messagerie, on a accès aux messages, on a accès à des petites vignettes qui vont apparaître de temps en temps quand on a une notification, un nouveau message qui est arrivé ou quand quelqu'un nous envoie un message instantané, chose qui normalement est bloquée sur les autres navigateurs. Qu'on essaie de le faire sur Internet Explorer Edge ou Firefox, ça ne marcherait pas trop bien en le passant par là-bas, où il y aura besoin de cliquer ou d'activer quelque chose au niveau des options pour que ça laisse passer ce genre de notification. Donc là, par exemple, en même temps que j'étais en train d'expliquer, j'ai renvoyé une réponse à mon collègue. Il doit l'avoir reçue de son côté et il est capable de pouvoir me répondre dessus assez facilement. Ce qui est intéressant avec Google, la partie Gmail, c'est qu'on a aussi accès à un truc qui s'appelle le chat. Donc le chat, il y a un nom en particulier, c'est Hangout. Donc ce Hangout que vous avez ici, qui normalement apparaît en bas à droite sur l'écran, on a possibilité de l'installer sur n'importe quel autre appareil qu'un ordinateur, en fait. Ce qui veut dire qu'on peut l'avoir constamment avec nous, même si on est en déplacement. Quoique là, en ce moment, c'est pas vraiment le moment de se déplacer. On est en confinement, certes, mais admettons qu'on n'est pas pile poil devant l'ordinateur à un instant clé. Peut-être qu'on est occupé avec les enfants à la maison, etc. On peut quand même avoir accès à la messagerie instantanée via son portable et interagir avec les gens via cet outil. Comme là, je suis en train de le faire, par exemple, envoyer un petit message à mon collaborateur et il devrait pouvoir me répondre une fois qu'il aura reçu le message de façon assez simple pour lui. Ça peut être sur son portable par exemple ou directement sur le navigateur s'il est connecté. Donc ça, c'est un peu, comme je vous disais, le truc classique. Au niveau de tout ce qui est interface et paramétrage qu'on a à faire ici, il n'y a pas grand-chose que vous ne connaisseriez pas déjà. Si vous avez déjà utilisé Gmail, si vous êtes en territoire connu ici. Là où ça devient beaucoup plus intéressant pour le télétravail, c'est les différentes applications qu'on a sur Google. En cliquant sur la petite icône ici avec les 9 points à l'intérieur, on aura une petite liste d'applicatifs qui vont apparaître. La majorité d'entre eux sont disponibles aussi bien quand l'entreprise pour laquelle on travaille est sur le Google Suite
que pour les utilisateurs normaux, on va dire. La seule différence notable, c'est le stockage qu'on a en place quand on a un Google Suite d'entreprise par rapport à un utilisateur normal. Ils ont beaucoup plus d'espace de stockage au niveau du Drive, mais c'est en termes de fonctionnalité à peu près tout ce qui aurait comme grosse différence. Donc on a la partie Gmail où on est déjà dessus, on a la partie Drive que je vais ouvrir dans un nouvel onglet. On a les trois applicatifs ici, Docs, Sheets et Slides. Je vais les ouvrir aussi sur un nouvel onglet, chacun, pour vous faire un petit tour d'horizon de ce que c'est et les différences majeures qu'on aurait. Ah, il y a Jason qui a répondu. Parfait, il a envoyé un petit emoji. Et vous avez sûrement vu que ça a changé de couleur au niveau du titre en haut pour vous signaler où est-ce que le message en fait nous provient en fait. Donc on peut avoir différentes personnes qui seraient en messagerie instantanée, elles seraient toutes disposées en bas à partir de la droite vers la gauche et essaieraient autant que possible de ne pas couvrir tout l'écran, mais s'il faut, ils vont déborder un peu. Donc des fois, on est aussi appelé à les fermer pour gagner un peu plus d'espace sur l'écran. Et rien ne nous empêche après de le réouvrir. Donc ça, c'est quelque chose qui, comme je vous disais, je suppose que la majorité d'entre vous connaît. Donc pour revenir sur les différentes petites applications, là où ça commence à devenir un petit peu plus rare, et il y a même certaines anomalies, pour être très franc avec vous, de la part de Google, ils sont encore en train de travailler dessus pour le moment, mais c'est pas fini à 100%. Vous allez voir qu'on a certaines choses comme Google+ qui vont être listées, ou d'autres, il y en a un autre, je ne sais pas s'ils l'ont enlevé, il y en avait un qui n'était plus d'actualité aussi dans cette liste, qui était toujours listé là, mais qui n'est plus utilisé. Donc Google+, c'était la tentative pour les réseaux sociaux de la part de Google qui n'a pas marché. Normalement, il n'existe plus, mais il est toujours là dans la liste. Donc il n'y a pas eu de remplacement encore pour ça pour le moment. Donc c'est encore dans la liste, c'est une anomalie. Donc, sinon, je continue avec Ce l'ouverture qui est des étonnant différentes pour Google. applications. Oui, c'est très étonnant pour Google. Oui, Mais ça fait un pardon bon bout de Benoît, temps que c'est là, hein. ce qu'ils n'ont pas l'habitude de se tromper. D'accord, En fait, c'est d'accord. pas qu'ils se sont trompés de ce que j'ai bien compris, ils veulent remplacer ça par autre chose. Donc du coup, ils gardent ça là. D'ailleurs, on peut essayer de l'ouvrir, hein. Mais on ne peut pas avoir accès à ce service. Il est désactivé pour le moment pour les utilisateurs. Mais ils vont Ok, remplacer ça merci. par autre chose. On ne sait toujours pas par quoi, par contre. Ok, donc pour revenir sur les différents onglets que j'ai ouverts, je vais les attaquer un par un et vous expliquer à peu près comment ils fonctionnent et comment dans le télétravail, on pourrait l'utiliser pour optimiser ce qu'on est en train de faire avec les différents collaborateurs qu'on a dans nos différentes équipes. Donc on va commencer par le Drive. Donc le Drive, c'est un espace de stockage cloud, terme qui a été lancé officiellement il y a quelques années pour quelque chose qui existait depuis vraiment très longtemps. En gros, un espace cloud, c'est un espace de stockage qui est dématérialisé. Ça veut dire que le fichier ou les données qu'on va enregistrer ne se trouvent pas physiquement sur votre ordinateur, mais quelque part d'autre, sur un autre serveur, de façon sécurisée trois quarts du temps, euh, mais pas physiquement chez vous. Le Drive, c'est un emplacement qui permettrait de pouvoir stocker ses propres fichiers pour pouvoir y avoir accès, peu importe sur l'appareil qu'on est en train d'utiliser. Mais dans la version entreprise, on a aussi accès à un truc qu'on appelle le Drive partagé, qui est une version commune à toute l'entreprise. Donc on peut, quand on paramètre, créer des dossiers partagés comme ça, des drives partagés, et stocker les fichiers qui devraient être consultés à plusieurs à un seul endroit. C'est pas plus compliqué que de prendre un fichier dans sa liste sur son ordinateur, de venir le jeter sur la fenêtre du navigateur pour le rajouter. Je vais essayer de vous en faire une petite démonstration rapide. Donc, je vais prendre par exemple un fichier Excel. Je peux le prendre et normalement le jeter sur l'interface du Drive. Donc, je me place dans mon Drive personnel. Je prends le fichier en question. Et je n'ai qu'à le jeter dans le Drive. Il va lancer l'importation et ce fichier sera dans mon Drive. Le Drive partagé a la même structure et le même fonctionnement. Je vais essayer de voir si j'arrive à en créer un rapide.
mais ils fonctionnent sur la même base. Donc on peut prendre un fichier, le jeter sur un drive et il sera partagé avec toutes les personnes qui ont accès à ce drive. Donc là, vous allez voir qu'il y a il y avait un petit message en bas qui disait que c'était en cours. Et vu que c'est la première fois que je suis en train de l'utiliser, il essaye de me guider pour me montrer qui je peux rajouter dedans, par exemple. Donc là, je vais essayer de récupérer mon collègue, le rajouter dessus, et je lui envoie une petite notification pour lui dire, voilà, j'ai créé un drive. Il va recevoir un mail qui va lui signaler qu'il a accès au drive d'entreprise, du drive partagé. Et il va aussi pouvoir, dépendant de ce que j'ai mis comme paramétrage, donc là je lui ai mis comme étant un propriétaire ou un gestionnaire, il aura les mêmes droits que moi, ça veut dire qu'il pourrait rajouter des fichiers et les jeter, les effacer s'il veut. Donc là par exemple, je refais encore le même exercice pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Je prends mon fichier, je le jette normalement sur le drive, il va le rajouter, il va l'importer dans, euh, dans le drive partagé à ce moment-là, dans le dossier formation, enfin dans le disque dur entre guillemets formation. Donc, comment on fait pour optimiser le travail? C'est très simple. Si dans une entreprise en particulier, on a des dossiers réseau, on n'a pas forcément la possibilité d'y avoir accès maintenant parce qu'on est en télétravail et soit il faut un VPN ou des fois il n'y a pas de VPN, on n'est pas sur un PC qui est au bureau, on ne peut pas se connecter au dossier réseau. On peut essayer de faire de sorte que les fichiers qui doivent être consultés, remplis, alimentés par les différents utilisateurs en temps normal quand ils sont sur site deviennent accessibles via le drive, soit via un drive perso, à partir duquel on pourrait ensuite partager vers les autres utilisateurs qui doivent faire des changements, ou si on a accès à un drive d'entreprise, un Google Suite d'entreprise, pardon, on va créer un drive partagé et aller mettre les différents fichiers importants là-bas. L'intérêt de passer par cette méthode, c'est que les gens vont avoir accès à ça et il n'y a pas de réelle difficulté à rendre accessibles les documents via cette méthode. L'inconvénient majeur, c'est que quand vous allez devoir faire un changement, par exemple, sur un fichier qui est Excel, et pas un fichier qui a été créé sur Sheet, la version Excel de Google, il y a de grandes chances qu'il ne s'ouvrira pas sur le navigateur et qu'il demandera à être téléchargé. Et là, si jamais on est à plusieurs à travailler sur un fichier, il peut y avoir des conflits si jamais on essaye tous de remettre le fichier en même temps dans le Drive, parce qu'on a fait fini avec. Mais je pense que si on se discipline un peu et qu'on communique justement via les différents outils, soit le mail classique ou le chat, on doit pouvoir s'en sortir et pouvoir faire savoir, ok, ben, je suis en train de travailler sur tel fichier, merci de ne pas en télécharger une copie tant que j'ai pas terminé avec, je vous fais signe dès que j'ai fini avec. Donc, en gros, parler, ça permettrait à ce moment-là d'éviter ce genre de petits soucis. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un conflit? Normalement, ça va être aux propriétaires ou les gens qui ont des responsabilités plus élevées sur le drive qui vont à ce moment-là définir quel fichier qui doit rester. Donc ils vont devoir confirmer quelle est la différence entre une version par rapport à l'autre et à partir de ça, euh, accepter le fichier en gros qui gagne, qui doit être mis en ligne. Ce qui est intéressant aussi avec le Drive, c'est qu'il y a une application qu'on peut télécharger pour être ensuite installée sur les ordinateurs. Donc ça marche aussi bien sur Mac que sur PC. Et ça permet d'avoir une sorte d'emplacement réseau ou un disque dur. C'est listé comme une sorte de disque dur en fait, au niveau de l'explorateur Windows par exemple, où on peut prendre des fichiers de l'explorateur Windows et de les jeter directement dans le Drive si on souhaite. Donc là malheureusement au niveau du partage d'écran, je ne vais pas pouvoir vous montrer mon ordinateur. Il y a plein de choses un peu secrètes dedans, on va dire. Mais normalement, c'est listé sur la gauche au niveau de votre explorateur Windows. Donc si vous en avez un d'ouvert, vous pouvez juste regarder la petite liste à gauche où on écrit favoris, etc. Ça va être listé là-bas. Donc pour tout ce qui concerne le Drive, c'est à peu près tout ce qu'on pourrait utiliser comme, on va dire comme, c'est pas vraiment une astuce, hein, mais comme sémantique si on veut. Il vous faut, quand vous travaillez sur n'importe quel réseau ou structure cloud, toujours avoir une idée de ce que vous allez avoir comme structure.
Ça implique absolument rien d'autre qu'un morceau de papier et une plume. Il faut juste se poser un peu, réfléchir et regarder, OK, notre structure actuelle sur l'emplacement réseau au bureau, il est comme ça. Donc, on a un dossier et 5 sous-dossiers à l'intérieur. Dans ces 5 sous-dossiers, il y a peut-être 5 sous-dossiers encore. C'est pas une bonne idée d'essayer de calquer la structure à 100% et la rendre ISO avec ce qu'il y avait au sein de l'entreprise. Normalement, si c'est pas un outil qui va être utilisé en remplacement total des dossiers réseau qu'on a au bureau, on essaye de trouver une structure qui serait la plus simple à gérer pour vous, dans l'optique que tout ce qu'on aurait fait ici, après, il va falloir qu'on le rapatrie, qu'on l'envoie de l'autre côté une fois la crise passée, si on retourne sur l'environnement normal. Donc ça, c'est extrêmement important. Entre-temps, vous devriez voir en haut, là où je place mon curseur, j'espère qu'il n'y a pas de latence et que vous arrivez à voir quand je bouge le curseur. En haut à gauche, j'ai eu une notification en fait qui me fait savoir que j'ai un nouveau message qui a été envoyé. Et là, il y a Jason qui vient de me signaler qu'il a chargé quelque chose dans le drive. Donc là, je peux lui répondre, retourner sur le drive, retourner sur le drive partagé et recharger la page en gros. Ça devrait lister le fichier qu'il a téléchargé lui aussi de son côté. Et là, on voit qu'il y a un fichier Excel qui a été chargé qui s'appelle Financement Projet Alpha. Ouais, donc on a la possibilité de communiquer en temps réel pour faire savoir quand il y a eu des changements aussi. À défaut d'avoir les notifications ou d'être sur un Chrome OS, on peut quand même se débrouiller pour suivre quasiment à l'instant T ce qui se passe autour de nous au sein de l'infrastructure. Donc maintenant, on va voir ensemble assez rapidement 3 trucs qui viennent en remplacement de certaines applications qu'on a dans la suite bureautique classique Microsoft que tout le monde connaît. On a le Google Doc, on a le Google Sheet et on a le Google Slide. Donc le Doc remplace normalement Word. Donc je vais créer un document vide juste pour vous montrer. Ça a à peu près la même tête. Les fonctionnalités vont bien sûr dépendre de votre vitesse de connexion plus qu'autre chose, sachant que ce que vous avez ici n'a pas de version application bureau. Et si on faut qu'on crée, qu'on travaille sur un document, on doit rester sur le navigateur. Si je ferme le navigateur là actuellement, j'aurais pas perdu ce que j'ai tapé ou ce que j'ai fait dans le document. Il est enregistré tout le temps en permanence, mais je ne pourrais pas non plus, sans le navigateur, continuer à travailler sur ce document-là. Donc, il est une version de Word, on va dire, allégée. Il n'y a pas toutes les petites fonctionnalités qu'on a, toutes nouvelles, avec les styles de texte, etc., comme on pourrait retrouver sur un document Word normal. On ne peut pas faire des choses comme les publipostages de façon aussi directe que sur Word. Ça, pour le coup, Microsoft, ils ont mis un peu le paquet dessus. C'est un peu compliqué de venir les battre sur cette application-là en particulier. Mais c'est amplement suffisant pour pouvoir créer un document, une lettre, assez rapidement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par défaut, quand on crée un document comme ça, il est enregistré sur le drive instantanément. Donc, on a quand même accès à différentes choses, notamment le fait de pouvoir, via ce petit menu ici, modifier l'affichage de sorte à ce que j'ai terminé mon travail, quelqu'un d'autre doit vérifier, je peux passer le document à suggestion et les gens peuvent venir faire des annotations dans le document. Donc une annotation va apparaître sur le texte en lui-même quand je suis en train d'écrire quelque chose, aussi bien que sur la petite bulle ici. Donc maintenant, si je suis content de cette annotation, cette suggestion de contenu, en tant que propriétaire de document, je suis dans la capacité d'accepter ou de refuser. On a cette option, on a aussi l'option de rajouter des commentaires si on veut aux différentes zones sur le document. Et le commentaire par rapport à ce qu'on peut avoir avec les suggestions, c'est qu'on n'a pas ces 2 petits boutons pour accepter ou refuser le changement qu'on aurait imposé. C'est juste du texte qu'on rajouterait pour faire savoir, OK, sur cette partie-là, il y a un commentaire, je me pose une question. Et une fois qu'on a rajouté le commentaire, quelqu'un d'autre peut venir derrière dans le document une fois qu'il est partagé et rajouter un autre commentaire ou une réponse derrière. Donc l'intérêt de passer par cet outil, du moins pendant la période de crise, si on n'a pas accès à un Office, par exemple, sur l'ordinateur qu'on a à la maison et qu'on doit prendre notre ordi perso pour travailler sur les trucs pour le bureau, normalement, ça permet quand même de bosser
de bosser de façon correcte, mais ça ne remplacera jamais à 100% un Word installé sur un ordinateur. Il y a beaucoup trop de fonctionnalités qui manqueraient de facto dedans. Par exemple, le publipostage, on peut le faire, mais c'est pas l'expérience la plus simple que vous allez avoir en fait. On a aussi la possibilité, parce que c'est un outil Google, et ça on va le retrouver, on va retrouver cette thématique-là beaucoup plus tard aussi durant le parcours, c'est de greffer des fonctionnalités en plus en téléchargeant des modules. Donc dépendant de là où on se trouve, on est sur, on est sur un document Sheet, on est sur un document Slide, on peut rajouter d'autres modules qui permettraient d'aider à faire certaines choses. Donc si on va sur la liste des catalogues par exemple, et c'est là en fait où on sent à quel point Word est très en avance. Il y a pour certaines fonctionnalités natives dans Word besoin ici de charger quelque chose en plus. Donc, si j'arrive à en retrouver un de la liste, le DocTools par exemple contient plein de choses incluant le publipostage. Le Mail Merge, c'est le publipostage. C'est un autre module qui ils sont concurrents sur le coup, mais c'est un autre module qui fait aussi le travail du Mail Merge. Donc on n'a pas la fonctionnalité de façon native, il doit passer par ça. C'est le seul truc qui est gênant. Et comme vous voyez, le catalogue, il est assez conséquent. Un peu comme ce qu'on a au niveau des extensions sur le Google Chrome Store, pour ceux qui connaissent. On a la possibilité, de pouvoir récupérer plein de choses, mais il y a plein de choses qui ne sont pas, on va dire, super soignées en fait, en termes de fonctionnalité ou bien en termes de fonctionnement. Donc on va passer rapidement sur Sheets. Pareil, je vais créer un document rapide. Et vous allez voir que ça a à peu près la même tête qu'un classeur Excel. Mais encore une fois, en termes de fonctionnalité, il y a plein de choses qui ne marcheraient pas sur un document qu'on créerait dans Google par rapport à Microsoft. Toujours est-il qu'on a les petits modules qui permettraient, si on a besoin d'aller chercher quelque chose en particulier qu'il y a dans Excel mais qu'on ne retrouve pas ici, on devrait pouvoir trouver quelque chose pour ça. Donc, par exemple, on a Power Tools pour faire des requêtes pour ceux qui connaissent Power Query. C'est la version Google de ce truc. La possibilité de connecter différents sheets les uns avec les autres n'est pas natif dans Google Sheet. Du coup, il faut qu'on passe par cet outil qui s'appelle SheetGo, que j'ai déjà utilisé et testé. Donc, vous voyez, il y a un catalogue assez extensif, mais ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin, en fait. Et ça va impliquer surtout de faire des petites recherches. Donc, un autre inconvénient très courant dans l'écosystème Google, c'est qu'il y a encore, pour le moment, une bonne partie de tout ce qui serait interface qui est encore en anglais. Du coup, je vous conseillerais de pratiquer la lecture en anglais à ce moment-là si vous avez besoin de chercher un truc assez spécifique. Des fois, c'est un peu une gymnastique. C'est pour arriver exactement à trouver ce qu'on veut, c'est pas aussi simple. Donc Google Slide, donc ça pour le coup, je vais vous ouvrir un modèle qui existe déjà. C'est la version PowerPoint de cet outil. Son travail, c'est exactement le même que Google. Son travail, c'est exactement la même chose que PowerPoint, faire des présentations, projeter du contenu sur un écran. Donc là, ce qui est un peu particulier par contre, c'est que je vais le lancer en plein écran. Vous allez remarquer en fait que quand vous utilisez cet outil, vous allez avoir, en même temps que vous faites la présentation, différents outils en bas qui vont apparaître, qui vont permettre de changer les diapositives, etc. Mais ça reste visible sur l'écran et c'est un peu gênant. Donc, pour ceux qui font des présentations, ça peut être un outil qu'on pourrait utiliser en remplacement dernière minute, par exemple. Si on a besoin de faire quelque chose de beaucoup plus poussé, c'est un petit peu plus compliqué avec cet outil-là à cause de l'interface. Si on est habitué avec PowerPoint, ça va vous prendre un certain temps avant de retrouver vos marques. Donc, dans tous les cas, dans ces trois applications, vous allez voir en haut à droite, il y aura un bouton qui permettrait de partager le fichier. Et pour le partage, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut le faire avec des gens qui sont, par exemple, je vais reprendre Jason, qui est sur le même nom de domaine. Donc en gros, là, un même entre guillemets infrastructure. Je peux lui envoyer et partager ce document-là avec lui. Je peux aussi bien l'envoyer avec quelqu'un qui n'est pas
dans l'infrastructure. Ça peut être un prestataire externe, par exemple, ou encore, là, je suis en train de me l'envoyer à moi-même sur mon adresse de messagerie MyConnecting. Donc en faisant ça, je vais recevoir un mail et la possibilité de, vous voyez ici, c'est quelqu'un qui est externe, qui n'a pas de compte Google. Je peux lui envoyer une invitation pour qu'il puisse modifier le contenu. Ça va lui donner 14 jours d'accès dessus où il pourrait faire des changements sans avoir un compte Google, ou envoyer juste un lien qui permet à la personne de lire le document mais qui ne peut pas y faire grand-chose comme changement. Donc je vais choisir la deuxième option et cliquer sur envoyer. Et si les dieux de la connexion veulent bien être avec moi aujourd'hui, normalement ça ne devrait pas vraiment prendre beaucoup de temps pour arriver comme notification sur mes messageries normales. Ok, donc on va arrêter sur les trois petites applications. On va passer sur un autre outil qui est accessible, encore une fois via cette petite liste d'icônes. On va aller sur l'agenda. Deux, trois petites choses importantes à voir au niveau de tout ce qui est agenda, c'est le fait qu'on soit capable de créer des événements ici, où on intégrerait aussi d'autres options telles que la visioconférence. Donc, je vais retourner en arrière. Il y a déjà des événements qui ont été posés. Demain, par exemple, normalement, le matin, j'ai un point avec un collaborateur et on a 3 personnes qui ont été invitées, dont moi, mon collègue Jason et une autre collègue qui s'appelle Christelle. Donc, quand on crée l'événement, on a la possibilité de venir lister tous les détails comme on aurait fait normalement sur une entrée dans notre propre calendrier. Là où ça devient un petit peu plus intéressant, c'est le fait qu'on soit capable de dire que ça va être via Hangouts qu'on aura la réunion ou via normalement, pour qu'on ait le Hangouts, à rajouter ou greffer au sein de l'infrastructure d'autres plateformes comme le WebEx, on peut aussi choisir WebEx dans cette liste si c'est paramétré pour. Même chose pour le GoToMeeting, même chose pour il y a un autre outil qu'Adobe avait créé pour les partages. Je ne sais plus si c'est encore d'actualité, mais je sais qu'à l'époque, il y avait ça. Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on a comme application rattachée avec notre compte, mais on peut utiliser autre chose que le Hangout Meet. Le Hangout Meet par lui-même est amplement suffisant pour faire un conf call vidéo assez facilement, en fait. Donc, on précise à partir d'ici tous les détails de l'événement et on peut aussi offrir la possibilité aux gens de soit modifier l'événement, on peut inviter d'autres personnes ou donc, du coup les gens qui ont reçu l'invitation peuvent inviter d'autres personnes aussi et de voir qui a été invité sur le point, comme on l'aurait fait sur n'importe quelle entrée sur notre calendrier normal. Et là, arrivé au moment du call, il nous suffira simplement de cliquer sur participer à la vidéoconférence, ça lancerait la totalité. Donc il y aurait l'appel vidéo qui s'en serait, une petite bulle qui s'afficherait sur le côté. Donc du coup, je vais le faire rapidement. Vous devriez voir que ça va lancer une application. Il va me demander de confirmer s'il peut bien utiliser mon micro, mon casque, parce qu'on reste quand même sur quelque chose de dans un navigateur. Donc il y a des paramétrages qui sont bloqués par défaut. Et là, on peut lancer la vidéo, par exemple, couper la vidéo si on n'en a pas besoin, lancer la réunion en elle-même. Ça va appeler tous les participants en temps normal. Et ils devraient apparaître sur l'écran si, par exemple, ils ont lancé la caméra ou si on participe pour les raisons de bande passante. Donc ça, c'est une petite astuce, hein. Dès que vous pouvez, vous ne passez pas du tout par tout ce qui est vidéo parce que, à moins qu'on doit vraiment vous voir quand vous faites une réunion, c'est très lourd sur la bande passante, ça ralentit vraiment beaucoup les plateformes de ce type. Donc là, je vais annuler l'appel. C'était juste pour la petite démonstration. Donc en gros, on a la possibilité comme ça de créer des réunions dans notre calendrier, de les préparamétrer. On a même accès à un code, un numéro qu'on peut appeler pour rejoindre sans passer par Internet et alourdir la connexion. On utiliserait notre ligne fixe classique pour faire l'appel. Un peu comme ce qu'on a actuellement avec le webinaire, sachant que les webinaires ou les GoToMeeting, on peut rejoindre la partie vocale en appelant un numéro comme une téléconférence classique.
Ok. Donc, en plus de pouvoir créer des événements où on invite les gens, on est aussi capable, via cet outil, de créer des tâches pour, par exemple, ici, finaliser le projet alpha. La presse, pardon, pour le projet alpha. Je peux me rajouter comme ça, je sais pas, on va dire samedi matin, rendez-vous chez le médecin. Je peux créer un événement comme étant une tâche pour moi et le lister ici assez facilement. Quoique rendez-vous médecin, ça fait un peu glauque dans cette situation actuelle. Du coup, je m'en excuse. Donc là, je pourrais Oui, cliquer c'est vrai c'est vrai un e-café ou un e-apéro serait plus d'actualité, ouais. Benoît. Bon, l'idée là, c'est juste de montrer qu'on peut créer des événements, on peut inviter des gens, on peut envoyer des invitations aux différentes personnes hein, qui doivent participer à l'événement. Donc, si on veut planifier le travail de d'autres personnes, on peut le faire aussi à partir d'ici, sachant qu'on crée un événement. Donc là, je suis un peu dans le passé. Bon, on va essayer un petit peu plus tard aujourd'hui. On peut créer un événement ou une tâche hein, et la signer après à quelqu'un, par exemple. Ce qui ferait que vous remplissiez le calendrier pour une semaine hein, de différentes choses que les gens auraient besoin de faire et vous partagez ces tâches-là avec les gens. Ils peuvent mettre à jour la tâche une fois qu'elle est complétée et vous, à partir de cette interface-là, uniquement contrôler ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Donc là, encore une fois, une petite notification. Ok, Jason qui est d'accord pour l'IAPéro. Ok, bah on fera un IAPéro après. Pour revenir sur la partie Bon, agenda, juste Benoît, l'IA-apéro, oui, c'est jamais pendant le service, hein. Et Jason aussi, hein. t'inquiète pas, normalement, si je vais le positionner, ça va être vers les 19h. 19h30 plutôt, ça donnerait le temps de se préparer bien comme il faut, avoir toutes les bouteilles bien posées là où il faut avant de lancer le petit point. Sachant que, pour la petite histoire, le e-apéro, ça devient une nouvelle mode hein, qui a des chances de tenir plus longtemps que la crise qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, du coup, ça pourrait devenir la norme. Maintenant, un peu plus tard, ouais, on se fait un apéro vendredi. Non, on se fait un apéro. Je vais déjà être chez moi et voilà, on le fait à distance avec caméra. Dans ces périodes de confinement, les gens font ça, mais ça va tenir. Je suis quasi sûr que ça va devenir une nouvelle mode, ce truc-là. Ok, donc j'ai terminé avec la partie agenda. Je vais aller maintenant sur tout ce qui concerne le chat. Donc le Hangouts chat, on a deux façons de le voir. On peut aller dans l'onglet qui est dédié qu'à ça. On a aussi accès au chat à partir d'ici. Cette petite fenêtre qui est ici, c'est le Google Hangout. Donc, je vais le lancer tel que c'est la première fois qu'on le lancerait. Mais ce qui est important et la raison pour laquelle je ne l'ai pas lancé avant le point, c'est ces petites icônes que vous voyez en dessous. Tout ça, ce sont des applications qu'on peut venir rattacher avec le Google Hangout. Ça inclut plein d'applicatifs comme Smartsheet par exemple, Trello, pour ceux qui connaissent en termes de gestion de projet, etc. Il y a vraiment beaucoup d'applications qu'on peut intégrer avec Google Hangouts. Ça permet après de travailler sur un truc qui serait sur Trello par exemple et communiquer en même temps, en temps réel avec les collaborateurs. Donc, on va cliquer sur le premier pas. Là, vu que je suis dans un navigateur, il va me demander si je veux activer les notifications ou pas. Je vais cliquer sur oui pour les besoins de l'exemple. Et la petite discussion que j'ai eue avec mon collègue tout à l'heure, Jason, est listée ici. Donc à partir de cette interface ici, je suis capable de pouvoir faire différentes choses. J'ai ma liste de contacts, des gens à qui j'ai communiqué. J'aurai aussi la possibilité de créer des salons. J'aurai la possibilité de rajouter des bots, mais pour le moment, je vais être très franc avec vous, les bots version FR ne marchent pas trop bien. Du coup, je vous déconseillerais d'utiliser ça encore pour le moment. Mais à partir d'ici, je suis capable de pouvoir désactiver l'historique, transférer un fichier à l'instantané à quelqu'un. Donc là, je vais essayer d'en récupérer un qui traîne quelque part et l'envoyer à mon collègue. Désolé pour la grosse fenêtre noire. J'ai possibilité d'aller chercher des trucs dans le drive et les partager avec la personne, sachant que ce que j'ai ici, c'est mon drive personnel, c'est pas le drive partagé. Je peux reprendre quelque chose qui viendrait du drive partagé.
Je peux reprendre quelque chose qui m'aurait été envoyé par exemple en pièce jointe dans un mail ou qui a été partagé via le drive de quelqu'un d'autre, et tous des documents récents, etc. Ou encore importer un fichier, en gros, exactement ce que j'ai fait avant de cliquer sur cette petite icône Drive. Donc, en passant par ici, ça va l'importer aussi dans le Drive, du coup, il serait accessible via ça aussi. Mais ce qui est important, en fait, ici, c'est la partie vidéo. C'est extrêmement facile de créer une vidéoconférence à partir d'ici. Que ce soit avec quelqu'un qui est déjà dans votre liste de contacts ou pas, en fait. On peut inviter des gens s'ils ont la possibilité d'utiliser Hangouts pour communiquer quand ils sont sur leur machine, leur ordinateur. On peut les inviter pour qu'ils accèdent à la discussion et on peut lancer des visioconférences à ce moment-là, à partir de là. Donc là, j'ai mis une pièce jointe, je l'envoie à mon collègue, il va le recevoir dans quelques instants, encore une fois, si les yeux de la connexion veulent bien être avec nous. Et je peux communiquer comme ça autour d'un seul sujet si je veux, ou plusieurs sujets en même temps, rajouter des différentes personnes. Si je prends l'exemple de... allons essayer de voir si on peut rajouter un collègue. Je vais essayer de me rajouter moi-même, tiens. Ça va être un petit peu plus facile. Désolé pour le petit blanc, mais... Ah, je m'excuse. Un petit couac au niveau de la connexion de mon côté. Ok Benoît, en effet, les réseaux sont surchargés là depuis quelques jours. Si tu veux le bien, bah, je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions qui arrivent là, Benoît. Mhm. Souhaites-tu que je commence à les partager avec toi? Oui, le temps que Eh j'arrive bah, très à... bien. Vu que ça n'a pas coupé côté vocal, hein, mais par contre, au niveau de tout ce qui est partage d'écran, là, en fait, je m'excuse, hein, je crois que c'est mon navigateur qui est en train de planter. Donc, D'accord. va falloir Bon, que ce je sont des choses relance. qui arrivent. Tu es excusé. Première question. Comment puis-je me connecter à Google Suite si je suis déjà connecté avec un compte Google? Puis-je me connecter à Google Suite si je suis déjà connecté avec un compte Google? Bon, normalement, on a la possibilité d'avoir accès aux applicatifs quand on cliquerait sur la petite icône avec les neuf ronds qu'on a en haut à droite sur l'écran. Et cela, peu importe si on est sur un compte d'entreprise ou pas. Sinon, pour avoir accès à D'accord. Google Suite et tout ce qui est paramétrage, il faut avoir un compte entreprise Google, ce qui est un service que Google n'offre malheureusement pas de façon gratuite pour le moment. Mais la petite icône ronde avec les 9 points dedans, c'est le Google Suite. Donc le Google Suite, c'est la totalité de l'écosystème. Qu'il soit en mode gratuit ou pas, on a à peu près les mêmes Ok. applications là-bas. Donc si la personne peut tester et confirmer, je vois pas trop pourquoi ça ne marcherait pas. Je suis en train de tester sur mon perso en Très même bien. temps, j'ai les mêmes applications, ça devrait marcher. Super. Deuxième question de Marie. Euh, Quels sont les meilleurs raccourcis clavier de la Google Suite? C'est une bonne question pour gagner du temps. Est-ce qu'il y en Ah, a? il y en a vraiment beaucoup, mais D'accord. malheureusement, il faut comprendre quelque chose. Quand on est sur Google Suite, que ce soit sur Sheets, etc., il n'y a pas beaucoup de raccourcis qui marcheraient. On peut bouger avec contrôle flèche, un peu comme sur Excel. Ça permet de se déplacer plus vite sur une feuille. On peut D'accord. utiliser des trucs comme CTRL-C, CTRL-V, les classiques. Mais il y a une couche, vu qu'on est dans un navigateur, il y a certains raccourcis du navigateur qui vont prendre le pas sur ceux du Google Sheet.
Donc il y a une liste. D'accord. Je vais essayer de récupérer le PDF. J'en ai un qui traîne quelque part. Je pourrais le transmettre après. Mais je vous Ouais. conseillerais autant que possible de rester sur les classiques CTRL-C, CTRL-V. CTRL flèche pour bouger. CTRL O, ça ne marcherait pas. Ça va ouvrir quelque chose sur le navigateur, ça ne marcherait pas sur Sheets. Si on veut ouvrir un fichier, par exemple, on peut passer par ça. Le plus simple, c'est que je récupère la liste et puis peut-être Tout en à pièce fait. jointe Et qu'on avec le l'envoie retour avec du les réponses aux webinaire. questions. Oui, Très bien. Avec le lien du replay. Ok. Autre question. Euh, Comment transférer mes emails et contacts existants vers Google Suite? il y a une partie qui permet de faire l'import de ce type de données. Il faudra à ce moment-là faire un export. Si par exemple on utilisait Outlook, il faut qu'on exporte les données contacts par exemple en CSV, qu'on aille D'accord. sur Gmail. Au niveau de, vous allez voir qu'il y a une icône de rouage à droite normalement sur l'écran au niveau de paramètres. Dans la liste des paramètres, il y a un champ qui permet de récupérer ou d'importer des contacts, par exemple. Les mails, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un format spécifique qui est demandé par Google pour pouvoir le faire. Il faut qu'on fasse un export à ce moment-là d'Outlook encore une fois et qu'on l'importe Ouais. après dans Google. Donc s'il y a bien sûr Ok. le support technique qui s'occupe et qui aide pour ça, normalement ça se fait assez vite. C'est eux qui vont faire l'export, c'est eux qui vont faire ensuite l'import. Très bien. Ok. Une autre question. J'ai bien noté l'astuce. Je jette mes documents. Alors attendez. Je jette entre guillemets, bien entendu. Mais comment jette-t-on dans le Drive? Concrètement, comment on jette? Je crois que la personne avait besoin, et c'est Émilie, qui avait besoin juste d'une confirmation sur ce point-là. Hum, Normalement, c'est juste un cliquer-glisser qu'on fait pour jeter. L'action de Ouais, ouais, jeter, ok. c'est littéral. Donc en gros, il faudrait que votre explorateur de fichiers soit ouvert. Vous faites un clic gauche sur le fichier, vous le glissez en dehors de la fenêtre et vous le jetez sur la fenêtre du navigateur où vous êtes sur le drive. Ça va à ce moment-là vous donner une notification tout de suite pour vous dire OK, je suis en train d'importer. Ok. Et pardon, pardon, ce n'était pas Émilie, mais c'était Odile qui a posé cette question-là. Excusez-moi, Odile, euh, j'ai interverti de ligne. J'ai une autre question très intéressante, puisque c'est un outil dont moi-même je me sers beaucoup. Je suis en télétravail et je Mhm. souhaite envoyer un questionnaire à mes clients. Est-ce que je peux le faire dans la suite Google? Oui, donc pour ça, normalement, on allait le couvrir. D'ailleurs, je peux reprendre le partage pour le coup. J'ai pu relancer mon navigateur. Super. Ah bah Il y a un super. outil pour le faire dans la suite qui s'appelle Forms. Donc, je vais vous le montrer. Normalement, on y a accès via toujours les mêmes petites icônes ici, hein, le truc avec les 9 ronds. On descend un petit peu plus bas. On a vu en grande partie ce qu'il y avait dans le haut de la liste. Il y en a d'autres en bas, mais qui ne sont pas vraiment très. Ils sont très spécifiques en fait. On a le Google Maps que tout le monde connaît. On a le Google Ads que les gens ont l'habitude de voir sur les pages de résultats de Google. Mais si on ne gère pas de publicité Google, on ne va pas dedans. On a les groupes. Ouais. Ça permet de créer des groupes de contacts. On a photo pour partager des photos, traduction. Le Vault, en gros, c'est un coffre-fort si vous voulez. On stockerait dedans des informations beaucoup plus Des mots, sensibles et on des les chiffrait documents ou avec mots un de mot de passe. passe. Oui. Ok. Donc on a le Hangouts qu'on a vu plusieurs fois, mais on a aussi ce truc en mauve là qu'on appelle Forms. Ce qui est intéressant avec Forms, c'est que c'est quelque chose qu'on peut utiliser que ce soit avec des gens qui sont au sein de l'entreprise ou pas du tout. C'est, enfin, Hmm. je vais vous en ouvrir un de tout fait. C'est un formulaire qu'on construit à notre guise. On peut venir cliquer, changer le titre, rajouter un sous-titre, une explication en dessous, rajouter des champs, ne serait-ce qu'en cliquant sur un petit bouton plus ici. On préciserait c'est quoi la question, on préciserait quel type de réponse on voudrait à cette question. Ouais, c'est très intuitif. En plus, c'est vrai que moi, je suis loin d'avoir ta compétence Et technique et l'adoption des outils, mais moi, le premier, euh, c'est juste une question de cliquer en ouais, fait, hein, et de rajouter. Donc là, il nous a pondu un petit formulaire de candidature tout bête, hein.
On peut changer l'image qui est en haut. Ce qui est intéressant aussi à partir de cet outil, c'est qu'une fois qu'on l'a envoyé, on a terminé le formulaire, on l'a envoyé aux gens, on a un autre onglet qui vous listera toutes les réponses ici. Et on peut même avoir accès à une sorte de petite extraction, si vous voulez, un petit fichier qui va sortir sous format sheet qu'on peut utiliser Ouais, pour traiter les retours en fait, pour voir qu'est-ce très qu'on bien. a eu comme réponse par exemple principalement. Donc le truc c'est que ça c'est accessible pas qu'avec la version entreprise. Forms peut être utilisé par un utilisateur qui a un compte normal Google. Il peut le créer. Le seul souci qu'il y a avec l'utilisation de ce type de formulaire est le suivant. La personne doit avoir un compte Google pour pouvoir vous répondre. Si jamais il n'a pas de compte Google, avant même d'arriver sur le formulaire, l'interface va lui dire OK, il vous faut un compte Google, est-ce que vous voulez en créer un avec cette adresse mail que vous avez là actuellement, par exemple. Dans certains cas, il y a d'autres personnes qui vont changer de compte, passer par leur compte Google perso pour faire la réponse. C'est pas plus mal, mais ça peut réduire dans certains cas de figure le nombre de réponses potentielles qu'on pourrait avoir. C'est juste ça à prendre en considération normalement. Très bien. Parfait. Une autre question, merci, merci Benoît. Pas de quoi. Est-il possible d'envoyer un message avec une demande d'accusé de réception? Ça, c'est Alexandra qui nous pose cette Dans question-là. Hangout, dans Hangout, pour le moment, malheureusement, on ne peut pas le faire. Ah, Il n'y a pas façon d'envoyer un accusé de réception. Si on parle de messagerie instantanée, hein. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Et en Ce mail, qu'on peut autrement, faire par contre, pour les mails, ce qu'on peut faire par contre, c'est savoir quand quelqu'un a lu le message hein, ou quand il s'est connecté. Par exemple, j'envoie d'accord. un message à Jason. Vous allez voir qu'il y a cette petite pastille, on a écrit J en dessous. Ça veut dire que la personne a reçu la notification et l'a lu. Mais là, tant qu'il ne le lit pas, je n'aurai pas ce petit J pour confirmer qu'il a lu le truc. Ok, ok. Dès qu'il va se connecter aussi, cette pastille va changer de couleur en fait. Elle est un peu grisée là, elle sera beaucoup plus vive. Et ça permettra de voir qu'il a lu le message. C'est un peu compliqué de ne pas. Oui. Donc Mhm. là, Et, et dans Gmail? dans Dans Gmail, Gmail, il y a une option accusé de lecture, hein, c'est bien ça? quand on crée un message, normalement, vous avez. Il y a l'option quelque part. Par contre, là, on me prend un peu au dépourvu. Eh ben, c'est bien. Je sais plus exactement où ça se trouve, hein. Mais c'est dans les Ça reste dans les parages. trois petits points à droite. Non, c'est pas dans les trois petits points là. Autre option. Pas forcément, non. Non. Pas Bah, forcément. mais Il y a un champ, en on fait. pourra. Ouais, ouais. Il y a un champ qui permet de faire ça, en fait. C'est juste que j'ai complètement oublié où ça se trouve. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu à faire ça. Et bah c'était Alexandra, je crois la question. On lui Ouais, apportera on lui vraiment le enverra détail la. juste après. Yes. Exactement. On lui enverra les Exactement. réponses juste après. Parfait. Donc Google Suite a été introduit dans mon entreprise. Ça c'est Thierry. Euh, Comment puis-je me former? Parce que elle a dit e-learning, j'arrive pas. Bon, ça, Là, je oui, pense que tu ça, as je la peux en réponse, parler hein. 2 minutes. On avait Yes. hier ce même type de retour. En effet, c'est dans le cadre de migration ou d'apport de nouveaux outils, de nouvelles suites, il y a souvent une mise à disposition d'e-learning qu'on appelle sec, c'est-à-dire sans accompagnement ou sans formation complémentaire. En effet, MyConnecting peut vous proposer, Thierry, des formations sur toujours un axe d'hyper-personnalisation, que vous soyez débutant pour du B à bas, débutant pour de la prise en main, du niveau intermédiaire, de l'expertise. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler sur votre environnement Google, mais aussi tous les autres, hein, bien entendu, et de vous faire une formation hyper personnalisée pour vous faire gagner du temps chaque jour. J'ai une autre question ici de Marie. Marie, elle dit, si on doit résumer les meilleures astuces de Google Suite, quelles sont celles qui vont me faire gagner le plus de temps? Donc en gros, les meilleures astuces pour gagner du temps chaque jour. Ça serait autant que possible d'avoir des onglets préouverts dans votre navigateur.
On peut paramétrer au niveau du navigateur pour lui dire, OK, le premier onglet, ça va être Gmail. Le deuxième, ça va être Drive, par exemple. S'il y a d'autres outils qu'on utiliserait à l'intérieur, le truc qui va vous faire perdre le plus de temps, c'est de la navigation au niveau de l'outil pour aller ouvrir les Mmh. différentes zones que vous avez besoin d'ouvrir. Donc, un des trucs qui permet de gagner du temps, c'est déjà avoir le navigateur paramétré, de sorte à ce que dès que j'en ouvre un, il y a tout le temps ces 3 onglets-là qui sont ouverts à chaque fois. Donc, on pourrait garder le Hangout si jamais on utilise beaucoup ça pour la communication. On a le Meet aussi pour pouvoir créer des réunions rapidement. Donc, ça dépendra de ce que la personne utilise en temps normal, mais on s'assurerait que ça soit en place comme ça. Donc, autre chose qui permet de gagner du temps, c'est d'avoir une synchronisation avec un appareil autre que son PC. L'inconvénient en D'accord. faisant ça, c'est que vous recevez des mails tout le temps. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment une heure où vous ne recevez pas les courriers boulot, on va dire. Mais le fait est que Google veut que son écosystème soit un des écosystèmes sur lequel vous allez passer le plus de temps, que ce soit sur votre ordinateur et en dehors de votre ordinateur. Donc votre portable aussi est visé pour le Mmh. coup. Donc pour gagner Ouais. en efficacité, c'est utiliser le Drive pour pouvoir partager les fichiers plus rapidement. C'est utiliser la messagerie, bien sûr, pour les envois de mails quand on a besoin d'expliquer beaucoup de choses, mais surtout utiliser la communication instantanée avec le Hangout, euh, parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus direct en faisant comme ça. OK. Très bien. Il est 11h55. Allez, une dernière question, s'il y en a encore d'autres. Enfin, il y en a d'autres, excusez-nous de ne pas pouvoir tout y répondre, mais on vous le fera dans le cadre du retour avec le replay. Y a-t-il des applications de la Google Suite accessibles hors connexion? Donc ça, c'est Kevin qui pose cette question-là. À ma connaissance, non. On Mmh. peut avoir accès au Drive, par exemple, si on l'a installé sur son portable. On est en train de bouger, on n'a pas connexion à Internet immédiate. On ouvre un truc qui se trouve à l'intérieur, faire un changement avec, mais dès que vous vous reconnectez, il va essayer de resynchroniser ce qu'il peut. Mais à ma connaissance, on ne peut pas avoir une des applications qui marcherait en dehors de la connexion, à moins qu'on soit sur Chrome OS. Quand on est sur Chrome OS, on peut avoir accès à Doc, Mmh. Sheets, Slides, ça marche, même si on n'a pas de connexion. Mais pour tout le reste, D'accord. la majorité de ce qu'a créé Google dans sa suite nécessite une connexion de toute façon. Très bien. Sinon, pour reprendre une des questions qu'on Très avait tout à l'heure rapidement, il y ouais. avait pour l'importation de tout ce qui est contact et mail. Normalement, on peut avoir les mails importés d'une certaine façon. On a aussi le Google Contact qu'on peut utiliser pour importer les contacts mail Ah qui oui. viennent d'Outlook, par exemple. Donc, on peut passer par ça. Mais Très bien. l'inconvénient avec Google Contact, c'est qu'il essaye de se synchroniser. Si, par exemple, on prend le même compte qu'on utilise ici pour se connecter sur son mobile et qu'on a un mobile Android, euh, toute la liste de contacts que vous avez ici va aussi être synchronisée avec votre portable. Et ce qu'il y a sur votre portable va venir sur la liste de contacts qui est ici. Les deux ne sont pas vraiment Très bien. séparés. Google considère que tout est un seul lot. Mais si on veut bouger que pour la partie messagerie, on peut importer les contacts à partir d'ici aussi. Et là, il va vous demander un fichier et il y a spécifiquement ce format-là, le CSV. Quand on est dans PowerPoint, pardon, dans Outlook, on peut lui dire d'exporter la liste via CSV. Il faut qu'on ait cette liste en CSV pour pouvoir l'importer après dans Google Contact. Et une fois qu'il est dans Google Contact, il apparaîtra aussi dans Gmail en lui-même, au niveau des Très différents bien. destinataires que vous avez dans votre liste. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Benoît. Il n'y a Je pas de crois que ça a quoi. été très clair et diffus en termes d'astuces et d'outils clés pour mieux collaborer et communiquer lors des premiers pas sur la Google Suite. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à tous pour vos questions. Comme on vous l'a indiqué, bon bah si vous souhaitez aller plus loin que ce webinaire, bah, n'hésitez pas à nous en faire part puisque nous ferons un plaisir d'échanger avec vous pour mieux vous accompagner, aller plus dans le détail et dans l'hyper-personnalisation au cours de formation, donc bah, sur la Google Suite par exemple, mais aussi sur toute la bureautique, sur Teams, pour ceux qui sont plus aussi Microsoft, sur le pack Office, enfin toutes les formations en bureautique et en digital, en langue également, puisque cette période en effet de confinement, bon, on l'a remarqué, est propice pour certains dans lors de chômage partiel pour utiliser leur CPF et se former sur du japonais, de l'anglais.
du Photoshop. Donc, n'hésitez pas parce qu'on a vraiment une expertise sur le sujet. Moi, je vous donne rendez-vous tout simplement dès cet après-midi avec Monsieur Willems, donc Jean-Pierre de son prénom, pour un webinaire mais hautement stratégique en termes de financement de la formation pendant le chômage partiel et le télétravail. Donc, quel financement activer pendant cette période-là? On a beaucoup d'informations à vous transmettre et sur lequel il y a vraiment un retour sur investissement qui peut être considérable pour nous tous décideurs ou commanditaires de formation. Et on finira la semaine avec le dernier webinaire donc sur le management à distance dans cette période que nous vivons tous, celle du télétravail, où là j'aurai l'honneur d'animer ce webinaire avec Claire Jonot, une experte formatrice coach en management à distance, et sur lesquels on viendra, comme on l'a fait aujourd'hui avec Benoît et comme on le fera cet après-midi avec Jean-Pierre sur le financement de la formation, vous apporter des trucs, des astuces, des bonnes pratiques et bien sûr répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Notre équipe va vous envoyer le replay dans les heures et jours qui viennent avec des réponses aux questions si d'autres arrivent encore et celles qu'on n'a pas pu répondre, bien entendu. Je vous souhaite une bonne période de confinement. Je vous parlais de mon e-café. Bon, il est ici. Bon appétit et une excellente journée. À bientôt. Au revoir.